13h, l'édition de la mi-journée. Madame, Monsieur, bonjour, voici les titres. La visite de courtoisie du chef de l'État, Ndiassane. Le président Bassirou Diomaye Faye reçu par le Khalif et toute la famille de Mame Cheikh-Bou Kounta. C'est en prélude au Gamou prévu dimanche prochain. Une démarche saluée par la famille Kounta. Prochaine rentrée scolaire, l'État veut prendre le taureau par les cornes. Une nouvelle vision scolaire est enclenchée par le Premier ministre Ousmane Sonko, met sur la table 30 mesures visant à améliorer l'environnement des écoles. Il a présidé hier un conseil interministériel sur la question. Et puis dans cette édition, nous nous rendrons à Neteboulou dans la région de Tamba pour aller partager le désespoir des populations. Elles regrettent l'arrêt des activités du domaine agricole communautaire depuis 2016. Les raisons invoquées, le manque de financement. Pourtant, ce projet lancé en 2013 voulait fixer les jeunes et lutter contre l'immigration irrégulière. Bonjour et bienvenue à tous. Le président Bassirou Diomaye Faye a reçu ce vendredi un envoyé spécial de son homologue du Libéria, Cheikh Al-Moustapha Kouyaté, porteur d'un message de félicitations du président Joseph Boaké. Le président libérien salue le leadership du président sénégalais et son rôle dans l'intégration sous-régionale. Il souhaite également de renforcer la coopération bilatérale entre Monrovia et Dakar. Voici Cheikh Al-Moustapha Kouyaté à sa sortie d'audience. Aujourd'hui, je suis venu au nom de notre président, son Excellence Joseph Boaké, le président du Libéria, pour saluer son frère, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, pour le féliciter pour son bon travail dans son pays. Et deuxièmement, comme le chef négociateur pour le CEDEAO, pour négocier avec les trois pays, Burkina, Mali, Niger, avec son bon leadership. Je suis venu pour donner un message auprès de notre président, le président Boaké, pour remercier pour ça, et aussi pour encourager que le président libérien, il a la même vision comme lui, il est prêt pour collaborer avec lui, puisque la CEDEAO peut gagner la paix. S'il y a guerre au Burkina, Mali, Niger, c'est comme il y a guerre dans tout le pays de CEDEAO. Il s'est intéressé beaucoup. C'est besoin de m'envoyer pour dire à son frère qu'il est fier de lui, il est prêt pour travailler avec lui, pour la prospérité et la paix en Afrique. Et aujourd'hui, notre président, le président Boaké, il est très intéressé avec le bon leadership de son Excellence, le président Faye. Il veut continuer cette relation avec le Sénégal. Il veut travailler avec lui comme un homme de confiance, un frère qui est vraiment fier d'eux. Il dit, le leadership, ce n'est pas âge, ce n'est pas éducation, c'est le sage. C'est vrai, il est jeune, mais lui, il est vraiment fier de lui et veut travailler avec lui. Pour l'Afrique, pour la CEDEAO, pour tous les Africains. Toujours dans son agenda, le chef de l'État s'est rendu hier dans la cité religieuse de Ndiassane. Une visite de courtoisie auprès du Khalif et de toute la famille de Mame Cheikh-Bou Kounta. C'est en prélude à la 141e édition du Gamou prévue le 22 septembre. Une démarche saluée par la famille à Kounta, nous dit Aboubakri Kane. Capitale spirituelle de la Khadria au Sénégal, la cité religieuse de Ndiassane s'apprête à célébrer son Gamou ce dimanche. Et c'est dans ce contexte de préparatifs que le président Bassirou Diomaye Faye vient rendre une visite de courtoisie à la famille de Cheikh Bou Mohamed Kounta. Une démarche de foi, mais également de consolidation des relations entre les autorités étatiques et les guides religieux. Au Khalif Cheikh Bou Sidi Makhtar, guide de Ahlul Kountiyu, le chef de l'État a réaffirmé soutien et accompagnement pour la parfaite organisation du Gamou de Ndiassane. Occasion aussi de saluer le rôle hautement important joué par le pouvoir spirituel dans la vie sociale. Devant le président Bassirou Diomaye Faye, les préoccupations de la cité religieuse ont été listées. Elles sont relatives notamment à l'assainissement, à l'éducation et à l'agriculture, entre autres. Il est attendu du gouvernement des solutions idoines pour de meilleures conditions de vie et d'expression de la foi. Des talibés qui vont rallier Ndiassane pour commémorer, dans la ferveur religieuse et selon la tradition de la Khadria,
Le 8e jour de la naissance du sceau des prophètes, Mohammed, paix et salut sur lui. Le porte-parole de la famille, Cheikh Khalifa Mohamed Abdallah Kounta, s'est réjoui de ce déplacement qui témoigne de la volonté du président Bassirou Diomaye Faye de mettre les foyers religieux dans d'excellentes conditions d'accueil des disciples à l'occasion des grands événements culturels. La nomination de Jim Dramé, maître de recherche titulaire à l'IFAN, à la tête de la direction des affaires religieuses et de l'insertion des diplômés en langue arabe, a également été bien appréciée par la famille Kounta. Une synergie d'action et une étroite collaboration entre ce dernier et les différents foyers religieux devrait permettre de relever les défis liés à une cohésion sociale dans un pays où la foi occupe une place de choix. Des prières ont par la suite été formulées pour un Sénégal juste, souverain et prospère. Avant de quitter la cité religieuse, le président Bassirou Diomaye Faye est allé se recueillir au mausolée de Cheikh Bou Mohamed Kounta, fondateur de Ndiassane en 1883, lieu de pèlerinage de la confrérie Khadr. Nous restons avec le chef de l'État qui a reçu hier le ministre burkinabé de l'administration territoriale et de la mobilité, envoyé spécial du capitaine Ibrahima Traoré Zerbo, émis les porteurs d'un message du président burkinabé. On l'écoute. Je sors à peine de l'audience que le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a bien voulu m'accorder. Je suis un envoyé spécial de son Excellence le capitaine Ibrahima Traoré pour lui transmettre un message écrit, un message de fraternité et de solidarité. C'est ce que je peux vous dire sur ce message. Il faut dire que l'audience est très bien passée. Nous avons échangé sur les questions d'actualité de la sous-région et de nos différents pays. J'ai été marqué par le fait que le chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Faye, est un fin connaisseur de la sous-région et des questions du moment qui se posent. Je vous l'annonce en début de journal, en prélude à la rentrée scolaire. Un conseil interministériel s'est tenu hier. Le Premier ministre active sur place la nouvelle vision scolaire 30 mesures pour améliorer l'environnement scolaire. Ousmane Sonko a beaucoup insisté sur l'éradication de toute forme de discrimination dans le port vestimentaire à l'école. Voici le compte-rendu de Ramdawa. La prochaine rentrée scolaire en chiffres, nombre d'élèves 4 millions, nombre d'enseignants 106 000, établissements 21 448, un déficit en personnel enseignant important, des dizaines de milliers de salles de classe et de tables bancs qui font défaut, une liste longue et noire. Un besoin de 4 527 enseignants, 7 145 abris provisoires recensés à travers le territoire national, un déficit de 48 696 salles de classe, 2 256 écoles et établissements sans point d'eau, 7 033 écoles et établissements sans électricité. Également 409 789 élèves du préscolaire et de l'élémentaire sans acte de naissance. Pour ces manquements divers et conséquents, le Premier ministre condamne avant tout. Quand j'ai vu les statistiques tout à l'heure en termes d'abris provisoires, d'écoles sans électricité, etc., j'ai été particulièrement heurté. Parce que des gens dans ce pays, à eux seuls, ont pris des choses qui auraient pu régler ces questions. À eux seuls, une seule personne, je dis. C'est inadmissible et c'est à la limite des crimes qui ont été commis. Ça, c'est valable pour l'école, c'est valable pour la santé, tous les secteurs sociaux de base. C'est que les gens ont pu commettre en termes de forfait de gestion auraient pu régler largement ces questions. Nous travaillons à rétablir la vérité des choses, ce qui fait que le budget 2025 sera le budget de vérité. Cette année, 10 priorités guident l'année scolaire, la révision des curricula, l'expérimentation de l'enseignement de l'anglais, de nouveaux concepts centrés sur le numérique et sur l'humanisme, également
la généralisation du port de l'uniforme. Et j'en profite pour vous rappeler aussi qu'il est indispensable, au-delà de ces uniformes, que l'État veille à éradiquer toute forme de discrimination portant sur des élèves relativement à des ports vestimentaires. Nous sommes dans un pays, comme je l'ai dit l'autre jour, où l'État a malheureusement fait montre de beaucoup de faiblesse et chacun réglemente à sa façon. Dans d'autres pays, quand il est édicté que tel port vestimentaire n'est pas autorisé, tout le monde s'y plie. En République, ça marche comme ça. Et je vous exhorte à nous présenter un arrêté le plus rapidement possible qui réglemente définitivement cette question, de sorte qu'aucun élève ne puisse être discriminé sur cette base et qui sera appliqué par toutes les écoles, y compris les écoles dites étrangères. Elles sont en terre sénégalaise. Il n'y a que les représentations diplomatiques qui sont considérées comme terre étrangère. Elles appliqueront ce que le Sénégal aura décidé. Avant le 27 septembre, le ministère de l'Éducation devra soumettre un arrêté invitant les établissements scolaires à conformer le règlement intérieur aux dispositions de la Constitution. Pour la réhabilitation et la fabrication de tables-bancs, de même que pour les uniformes, le Premier ministre a particulièrement insisté sur la collaboration avec les artisans locaux. On l'écoute. Dans nos perspectives, je crois que ça va se clarifier dans les prochaines heures, prochains jours. Il sera question de beaucoup plus travailler à cette économie circulaire interne qui nous permettra d'essayer de pallier à beaucoup de choses qui souvent dépendent de nos importations en encourageant aussi bien la production locale, mais surtout la consommation locale. Et l'État doit être le premier à donner l'exemple, à tout point de vue, y compris le mobilier. Il y a beaucoup de choses que nous avons trouvées place, mais à terme, il ne sera pas normal que cette table de conférence soit importée, alors que nous avons la possibilité, en encadrant et en organisant un peu nos producteurs locaux à produire ces mêmes mobiliers avec des solutions beaucoup plus durables d'ailleurs. Nous avons beaucoup insisté sur la collaboration avec l'artisanat local pour ces aspects, les tables-bancs, mais également les uniformes, comme on l'a dit. Et on est à quelques encablures de l'ouverture des classes. Et c'est pourquoi j'insiste encore, Monsieur le ministre, en collaboration avec le ministère de l'Artisanat, le ministère des Finances, pour que la cadence soit accélérée. Mais il faut un programme beaucoup plus large avec le ministère de l'Artisanat et d'autres ministères certainement pour la mise à niveau de tous nos secteurs, de sorte à pouvoir leur faciliter la participation au marché public. La coopération sénégalo-britannique se porte bien. Dans le cadre de sa mission commerciale, la délégation du Royaume-Uni a été reçue par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Les deux parties s'engagent à renforcer le partenariat, notamment dans le commerce. Plus de précisions avec Seydina Alfal. Le Royaume-Uni est l'un des plus grands investisseurs en Afrique, un partenaire stratégique du Sénégal. Notre pays occupe une place de choix dans les relations entre le Royaume-Uni et l'Afrique. L'objectif, c'était de voir avec le patronat sénégalais comment nous pouvons déjà entrevoir l'avenir de l'investissement dans le secteur de l'agro-business d'abord, la transformation de nos produits, les mangues de Casamance à travers les agropoles, mais également les ressources naturelles, le pétrole, le gaz, comment on transforme toutes ces matières premières fondamentales en produits industriels à haute valeur ajoutée. Le Royaume-Uni, un pays de la révolution industrielle, a investi dans plusieurs secteurs au Sénégal. Lord Collins, ministre de l'Afrique du Royaume-Uni, a rappelé lors de cette rencontre que le commerce entre les deux pays a plus que doublé ces dernières années.
Nous préparons ce qu'on appelle les états généraux de l'industrie et du commerce. Les états généraux de l'industrie et du commerce, en fait, c'est une occasion unique de voir comment nous allons construire 45 zones industrielles sur l'ensemble des départements du Sénégal. Ces états généraux-là seront donc l'occasion unique de faire rencontrer le patronat sénégalais, le patronat britannique, mais j'allais dire le patronat mondial, pour tracer la politique industrielle pour les 25 prochaines années et permettre à cette jeunesse sénégalaise justement de rester dans le pays. On va créer entre 2 millions et 3 millions d'emplois dans les 10 prochaines années. Le Sénégal, pays stable avec beaucoup de potentialités, constitue un partenaire important et stratégique pour le Royaume-Uni qui cherche à renforcer sa position en Afrique. Autre objectif, l'autosuffisance alimentaire. La DER soutient le Sénégal. Elle a investi plus de 37 milliards de francs CFA destinés à 50 000 initiatives dans les domaines agro-silvo-pastoral, des financements qui participent dans la création d'emplois et à l'amélioration justement des conditions de vie en milieu rural à Médoudiallo. Khalifa Ababakar Sène et ses amis peuvent bien en voir le sourire. Ils viennent d'obtenir un financement de plus de 7 millions de francs CFA de la DER, ce qui va booster les activités de leur GIE, dénommé Jasmine, en hommage à leur séance de thé entre amis. Comme on est un groupe d'amis, on s'est dit autour du thé, on s'est dit pourquoi pas créer quelque chose qui peut être rentable, qui pourra nous servir. Maintenant, à travers ce GIE, on s'est dit qu'on va se lancer d'abord dans l'agriculture. Ça fait 2 ans qu'on y est. On a cherché pas mal de financement dans plusieurs institutions financières. Donc, finalement, on s'est retrouvé à la DER. La DER fait ainsi un focus sur l'agriculture en réunissant les acteurs, partenaires techniques et financiers du secteur. Des financements d'un montant de 2 milliards de francs CFA ont été ainsi remis à la première cohorte du PAIS, programme d'appui à l'accélération industrielle, à la compétitivité et à l'emploi. Je suis convaincu, aujourd'hui plus que jamais, que la co-création de programmes conjoints pour le développement de zones agricoles et l'appui aux initiatives de l'agriculture constituent le meilleur levier de développement du secteur. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage réitère son engagement pour encore plus de synergie avec la DER. Vous avez un partenaire technique et financier comme la DER qui vous forme, qui vous aide à vous formaliser et qui vous finance. Ces 3 F-là, c'est fondamental pour réussir dans l'agriculture et dans l'élevage. La Banque européenne d'investissement vient d'allouer un crédit de 30 millions d'euros à la Banque agricole. J'ai demandé à Madame la directrice qu'une partie de ces crédits vont être réalloués à la DER pour qu'ils vous accompagnent. L'agriculture et l'élevage, moteur essentiel de l'économie, représentent environ 15% du PIB, employant plus de 70% de la population active. Les jeunes sont fortement invités à s'y activer. C'est un domaine porteur dans lequel la DER accompagne les femmes et les jeunes pour une agriculture plus durable, résiliente et compétitive. Amadou Diallo, autre bonne nouvelle, la jardinerie urbaine, un concept de plus en plus développé. Vous allez le voir, dans les rues de Dakar, des espaces verts sont aménagés. En plus d'embellir la ville, ils servent de point de vente. Des jeunes passionnés proposent plusieurs variétés de plantes aux clients. Illustration sur la VDN dans ce reportage de Bakary Dembassi. À quelques pas de la VDN Sacré-Cœur, des jardins embellissent le décor. La diversité des couleurs attire le regard des passants. Ce jardinier travaille ici depuis 5 ans. Il s'affaire autour des plantes à longueur de journée. 7h, 19h. On travaille de 7h à 19h. Sur place, on s'affaire autour des plantes. On s'occupe du sable pour les pépinières. Ou bien on arrose. Le travail varie en fonction des besoins. Quel que soit le travail qu'on fait, il faut de la passion pour y demeurer. On ne peut pas travailler n'importe comment. Il faut de la détermination pour espérer un résultat. Dans ces jardins, il y a plusieurs espèces de plantes. Les riverains viennent souvent s'en procurer à des fins personnelles.
Nous avons plusieurs variétés de plantes. On a le figuier, le palmier, le laurier et plein d'autres. Les clients viennent de temps en temps, mais c'est surtout durant la saison sèche qu'ils sont plus réguliers. C'est vrai que durant la saison de pluie, les jardins sont radieux, mais les clients se font rares. Cette femme connaît bien les lieux. Elle est une fidèle cliente et une amoureuse des plantes. Elle magnifie ces espaces verts et encourage leur multiplication dans la capitale. Je viens ici très souvent pour acheter des fleurs. Déjà, c'est pour embellir la maison. Ensuite, aussi, ça peut aussi nous procurer de l'oxygène. Malgré la splendeur et la magnificence de ces jardins, les travailleurs sont confrontés à un certain nombre de difficultés. Notre problème majeur, c'est la mairie qui vient très souvent nous déguerpir pour remplacer les jardins par des parkings. On se débrouille juste pour nous en sortir. Il y a un manque d'eau criard ici et les factures sont très chères et ça n'encourage pas. On peut payer 200 000 ou 300 000, jusqu'à 500 000 même parfois. Les jardins de la VDN Sacré-Cœur sont un joyau au beau milieu de la zone urbaine menacée par la pollution. On le sait, les plantes limitent l'émission de gaz carbonique et améliorent le cadre de vie. Dans l'actualité également, le Sénégal qui se prépare à la célébration du 22e anniversaire du bateau Le Joola. Le comité d'initiative pour l'érection du mémorial musée Le Joola a fait face à la presse. Les familles des victimes réclament toujours justice. Elles demandent aussi le renflouement de l'épave. 26 septembre 2002, le Joola fait naufrage au large des côtes de la Gambie. Cette catastrophe maritime fait plus de 1800 victimes. 22 ans après, le comité d'initiative pour l'érection du mémorial musée Le Joola lutte contre l'oubli. C'est avec une vive émotion et un ouf de soulagement que nous avons appris par la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture le lancement prochain des activités du mémorial musée Le Joola de Ziguinchor. Le lancement des activités du mémorial musée Le Joola de Ziguinchor pourrait laisser penser que tout est bien qui finit bien, alors que le plus difficile reste à venir. En effet, le projet mémorial, c'est-à-dire le contenu, et sa réplique à Dakar reste à faire. Ce comité, qui réunit les différentes associations des familles de victimes, réclame toujours justice. La décision du procureur de la République de classer sans suite le dossier du Joola a été perçue comme une des plus grandes injustices du pays. La réforme de la justice, initiée par le nouveau gouvernement, préoccupe les familles de victimes du naufrage du bateau Le Joola. Elles se demandent si cela peut contribuer à avoir la justice qu'elles réclament depuis plus de 20 ans. Le renflouement de l'épave, un autre défi. À mesure que le temps passe, l'épave du bateau s'enfonce de plus en plus sous terre. Renflouer le bateau est aussi une question de justice sociale. 20 ans après le naufrage, le bateau n'est toujours pas renfloué, malgré les engagements répétés de l'État à le faire. Le comité se désole que le naufrage du Joola n'ait pas servi de leçon pour un changement de comportement. L'incivisme et l'indiscipline continuent de faire des victimes, surtout sur nos routes. Fin de mission pour la délégation britannique à Dakar avant de quitter notre pays. Cette délégation a été reçue justement par le Premier ministre. Nous avons eu une audience vraiment exceptionnelle avec son Excellence Monsieur le Premier ministre, très cordiale, très chaleureuse. Nous nous sommes félicités mutuellement sur nos élections et nos victoires récentes. Nous avons parlé de l'importance d'un partenariat gagnant-gagnant, respectueux entre nos deux nations, qui est axé sur la croissance économique. Nous partageons la même priorité sur le développement économique
économique. Je lui ai parlé de ce que j'ai fait pendant ma visite ici. J'ai eu l'honneur de visiter plusieurs aspects de cette relation économique. Premièrement, le port de Dakar. Nous allons être un investisseur important dans le nouveau port de Ndayane. J'ai pu parler de nos investissements en infrastructure. Je suis accompagnée d'une mission commerciale de sociétés britanniques et j'ai pu, avec le ministre de l'Industrie et du Commerce, passer un peu de temps avec eux aussi. Je suis vraiment très optimiste quant à ce qui se passe ici au Sénégal, mais aussi à l'avenir de notre relation. Son Excellence, le Premier ministre et moi, nous sommes unis dans cet optimisme et ensemble, nous allons construire encore plus la relation entre le Royaume-Uni et le Sénégal. L'actualité à l'étranger nous mène ce matin au Liban. L'enquête sur les explosions des beepers du Hezbollah pointe du doigt des sociétés taïwanaises et hongroises. Au Soudan du Sud, la période de transition est toujours prolongée. Le récit de Alun Abadarakan. Au Liban, l'enquête ouverte à la suite d'explosions des beepers du Hezbollah mène à Taïwan et en Hongrie. Les beepers piégés auraient été fabriqués dans ces pays. D'après le New York Times, les appareils seraient conçus par une société taïwanaise qui a démenti l'information et pointe du doigt une concurrente hongroise. Pour plus de clarification, les autorités taïwanaises ont ouvert une enquête. De son côté, le Hezbollah continue ses investigations. Israël, lui, ne pipe mot, même si tout laisse croire que ses services secrets sont au cœur de cette opération. Au Soudan du Sud, l'ONU approuve à contre-cœur la prolongation de la période de transition. Pour les experts onusiens, le plus jeune pays au monde ne réunit pas encore toutes les conditions pour organiser des élections libres et transparentes. Les conflits ethniques ont déchiré cette jeune nation qui s'en remet difficilement. L'État-nation est en construction dans ce pays qui a obtenu son indépendance du Soudan à la suite d'une très longue guerre de libération. L'actualité à l'étranger qui annonce le JT des régions, et c'est tout de suite. L'actualité régionale qui nous mène tout d'abord à Neteboulou, c'est dans la région de Tambacounda, pour aller partager le désespoir des populations. Elle regrette l'arrêt des activités du domaine agricole communautaire depuis 2016. Les raisons invoquées, le manque de financement. Pourtant, ce projet lancé en 2013 voulait fixer les jeunes et lutter contre l'immigration irrégulière sur place. Nous retrouvons Tchorodia. Djamaso Dembélé n'a plus que ses yeux pour constater le désastre. Dans ses locaux, le désordre total. Nous sommes dans la ferme Anida de Neteboulou. Ici, on produisait plus de 1000 tonnes de gombo en campagne de contre-saison. Le matériel agricole est délabré, la zone de production est déserte. Ce programme d'insertion des jeunes est à l'arrêt depuis 2016. En 2014-2015, j'ai fait même la pomme de terre qui n'était pas pensée que ça allait marcher. 2016, 2017, comme ça, il y a eu des inondations. Donc tout a été inondé. Les GIE étaient endettés au niveau de la banque, donc ils n'ont pas vendu. L'installation, les motopompes, tout il y a eu des problèmes. On leur lance un appel encore pour aménager la ferme, sinon ici les gens sont prêts à travailler. Parce que ici, les 2 ans, 3 ans, ça a donné beaucoup. Même tous les villages environnants en bénéficiaient, tout le monde, même leur bétail, il y a tout le monde a bénéficié. En 2018, une lueur d'espoir s'installe avec le financement d'un partenaire espagnol. Cette relance de l'activité ne durera qu'une seule année. Donc ils sont venus ici, ils ont fait le melon, le pasek, ils l'exportent au niveau de l'Espagne. Ça a marché. Mais comme la fin, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. En tout cas, depuis le premier contrat est fini, bon, le contrat n'a pas été renouvelé. Et le GIE n'a pas eu la totalité de son dû. Entre autres difficultés liées à l'arrêt des activités dans cette ferme, le système d'irrigation, la conservation des produits et l'absence de marché pour écouler la marchandise. Attends. 200 litres par jour. Normalement, 200 litres par jour, parce que nous utilisons
10 bidons de 20 litres de gasoil par jour. Ça aussi, ça nous a beaucoup créé de problèmes. Ils faisaient des tonnes de gombo, d'aubergines, oignons verts, mais il n'y a pas de clients. Fait de cela 2 mois, il était là, le coordinateur même en personne. Bon, mais pratiquement, il y a blocage tout. Partout, il y a blocage. De leur contact, non, Dembélé, il ne faut pas se presser, l'affaire de l'État. Comme moi aussi, je ne peux pas faire pression sur eux. Je peux faire que les rappeler de la situation. Dans cette ferme, travaillaient plus d'une centaine de jeunes et de femmes. Le redémarrage des activités, un souhait de toute une population. Surtout, avec l'érection d'un centre de formation en horticulture, situé à quelques encablures de la ferme. Revient autre constat, cette fois-ci dans le sud, pour aller assister au retour des populations déplacées de Madjédiam. Nous sommes dans le nord de Djibidjon. Les ratissages semants de l'armée en 2021 ont fait fuir beaucoup de populations. Mais aujourd'hui, avec l'accalmie, certains sont de retour dans leur village. L'heure est à la reconstruction. L'Antrac s'est engagé à les accompagner. Michel Mendy. Des maisons effondrées ou dans un état piteux, nous sommes dans le village de Madjédiam, commune de Djibidjon. Les accrochages d'avril 2021 entre l'armée et des groupes armés du MFDC ont poussé les populations à abandonner leur village, laissant tout derrière eux. Nous avons beaucoup perdu. Ils sont arrivés un jour de mercredi à Djibidjon et ils ont commencé à pilonner. C'est comme ça que nous sommes partis. À notre retour, on n'a rien trouvé. Après 3 ans d'exil forcé en Gambie, la nature a repris ses droits dans ce village qui comptait plus de 3000 âmes. Aujourd'hui, tout est à reconstruire. Les populations peuvent compter sur le soutien et l'accompagnement de l'État à travers l'Andrac. Il y a beaucoup de populations qui étaient en Gambie, presque depuis 2021. Au moins une fois le retour, que l'accompagnement soit fait au niveau de l'Andrac, mais aussi au niveau des services de l'État, tels que le piment, le PIDC. À ce titre, chaque famille qui va construire sa maison, nous allons couvrir cette maison en tôle. Nous allons construire des latrines pour cette famille. Nous allons également offrir à cette famille du ciment pour pouvoir renforcer les maisons qui seront construites. Nous allons permettre à ces populations de retour de pouvoir avoir des puits forages qui puissent leur permettre d'avoir de l'eau bonne. Pour bénéficier de cet accompagnement, des efforts sont demandés aux populations locales. Elles devront se séparer nécessairement de certaines pratiques. En revenant, qu'il n'y ait pas de coupe abusive de bois, qu'il n'y ait pas de connexion avec la rébellion, mais aussi qu'il n'y ait pas de culture illicite. On souhaiterait aussi que toutes les populations, la France jeune surtout, puissent saisir le ballon au rebond et être des éveilleurs de conscience parce que c'est à eux qu'appartient l'avenir de leur village. Donc il faudrait qu'ils puissent sensibiliser les populations pour que Madjédiam puisse retrouver son lustre d'antan. Si les populations de Madjédiam ont eu l'autorisation de revenir s'installer sur la terre, d'autres dans la même zone attendent encore le feu vert des autorités. C'est le cas du village de Guinée, Djilakunda. J'ai envoyé une liste des gens qui vont revenir. Population, il y a 346 et 33 ménages. Et tous les ménages sont prêts pour revenir. J'ai été à Signan, c'est le colonel. Je suis revenu encore ici à Nyambolong. Tout ça, ils m'ont dit d'attendre jusqu'à présent. La commune de Djibidjon est l'une des plus affectées par le conflit casamancé. Sur 59 villages, 19 sont déplacés. Mais aujourd'hui, avec l'accalmie, l'espoir d'un retour définitif est désormais permis. Michel Mendy, nous restons dans le sud pour nous arrêter cette fois-ci à Bogal. Nous sommes dans la région de Sédhiou, une cité religieuse réputée dans l'apprentissage du Coran et l'agriculture. L'exemple de Tcherno Abdourahmane Bari, marabout et producteur agricole, le guide exploite 100 hectares. Plusieurs spéculations y sont cultivées. Il participe ainsi à la quête de l'autosuffisance alimentaire. Focus sur Bogal, c'est avec Abdoulaye Sinkare. Bogal,
Dans le département de Bounkiling, région de Sédhiou, connue surtout pour sa ziara annuelle, cette localité est une cité religieuse qui a accueilli des apprenants des 4 coins du pays et même de la sous-région. Cette école coranique a été implantée pour apprendre aux enfants le Coran. On ne développe pas les programmes liés à la charia et autres, mais on fait de telle sorte qu'ils puissent maîtriser le Coran. Ils sont divisés en groupes, dont chacun est encadré par un maître coranique. Le village existe depuis plus d'une centaine d'années, mais l'homme qui l'a sorti de l'ombre à la lumière, c'est lui, Thierno Abdourahmane Bari. De retour de ses études islamiques en 1982, il fonde cette école coranique. En 1982, c'est moi-même qui apprenais le Coran aux enfants, avant de confier l'école à l'imam du village. Les apprenants augmentaient au fur et à mesure, et j'ai fini par transformer l'école en dara moderne. En plus de l'enseignement coranique, le guide religieux s'est lancé dans l'agriculture. Sur ce périmètre de 80 hectares, plusieurs spéculations sont développées. À l'approche de chaque hivernage, on prépare le matériel, les chevaux et les bœufs. Dès que la saison s'installe, on commence à semer. Il y a du maïs, de l'arachide. Nous faisons aussi du maraîchage. Les récoltes sont destinées avant tout à la nourriture des apprenants qui n'ont pas le droit de manger, mais aussi à des appuis divers aux nécessiteux. C'est pour notre consommation. Le marabout appuie aussi ceux qui sont dans le besoin. Parfois, nous vendons une partie pour acheter des pépinières. Les habitants du village se mobilisent souvent pour venir prêter main forte aux talibés et autres employés. Ce que le guide religieux a réussi est une source de fierté pour le village. 100 hectares là. Le périmètre fait presque 100 hectares. Beaucoup de spéculations sont cultivées. Il a tracé le site d'une manière qui va faciliter son morcellement le jour où l'augmentation de la population l'exigera. C'est vraiment un visionnaire. Il a aussi aménagé un bassin de rétention qui permet aux habitants de faire du maraîchage. L'ouvrage s'étend sur des kilomètres des deux côtés du village. Thierno Abdourahmane Bari a toujours cru au travail de la terre. Pour lui, c'est l'un des piliers du développement. Je pense que l'agriculture est la voie pour développer un pays. Puisque les gens me suivent et ils ont confiance en moi, j'essaie de leur montrer le droit chemin et leur inculquer des valeurs telles que le travail. Au-delà de Bogal, devenu aujourd'hui une commune, l'érudit a fondé d'autres villages à travers la Casamance. Ce que vous avez visité ne représente rien par rapport à l'ambition que j'ai pour l'agriculture. J'ai 500 autres hectares que nous avons commencé à exploiter. Et nous voulons moderniser tous les périmètres pour pouvoir produire en toute saison. Pendant la saison sèche, ce champ est transformé en un vaste périmètre maraîcher, approvisionné en eau par plus d'une dizaine de pompes solaires. À suivre juste après moi la version Wolof du journal télévisé. Merci de votre fidélité. Bon et bel après-midi à tous.